Et rongés par les gaz de bagnole, les couilles du canasson se détachèrent alors de la statue, 3 kilos de bronze, artistiquement moulés, qui percutèrent de plein fouet la tête bien faite de Maurice et l'éclatèrent comme une pastèque de Tlemcen quand la godasse d'un légionnaire chutait dedans. Donc voilà, je voulais qu'on démarre par ça parce que je trouve ça extrêmement grolandais. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Non, mais moi, je suis un peu étranger à ce débat dans le sens où j'ai toujours essayé quand même de rigoler et d'être très con. Alors, être très con, c'est assez facile vu ma nature, mais il faut être très con avec dignité. Donc, c'est là où plein de choses annexes arrivent, le style, les références culturelles, les références idéologiques, tout ça. Mais il faut que ça revienne toujours au même point, devenir, aux yeux du lecteur, très bête. Et c'est assez difficile à faire, et assez difficile à tenir. Je crois que j'ai réussi certaines fois, et certaines fois je me suis planté gravement, à force de déconner, bien sûr. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que je ne peux pas juger de la question, est-ce que le polar doit être traité avec humour, dérision, parce que c'est ce que je fais. Alors, donc, je ne peux pas faire autrement. Alors, quand je vois la gueule des auteurs de polar, je me dis quand même, en général, il vaut mieux rigoler quand même. Enfin, il vaut mieux essayer d'être dans la dérision ou dérisoire, surtout celui qui est à droite de la table, avec qui je travaille depuis extrêmement longtemps. Et il s'appelle Gros, on l'appelle le Gros, et il est dans un festival qui s'appelle Groland. Donc, c'est ce qu'on appelle, en termes rhétoriques, on appelle ça en termes rhétoriques, Burt, on appelle ça quand même. Nous avons la présence, il y a des gens qui ont des acteurs américains extrêmement reconnus dans leur débat. Nous, ici, ce soir, nous avons Burt Reynolds, qui est venu exprès à Toulouse assister au débat. Voilà. Donc j'essaie toujours de rigoler. Mais de rigoler, de se moquer, d'établir une distance, c'est pas forcément de se moquer. C'est aussi d'essayer de provoquer un recul comme ça qui est... Je vais faire hurler l'autre là-bas de l'autre côté, là, celui dont les cheveux poussent à l'intérieur. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Non, mais il y en a un qui se rase, pas l'autre. Donc, essayer de provoquer un décalage. Et le décalage amène toujours un début de réflexion. Pour eux, je dis bien un début. Après, c'est au lecteur de faire le boulot. Alors, le gros problème, c'est que maintenant, nous avons commencé depuis longtemps, et puis nous avons commencé quand même dans ce qu'on a appelé une école, l'école du polar français, qui était quand même relativement sinistre. C'était pas du tout, je veux pas dire que c'était des donneurs de leçons, c'est des gens extrêmement sérieux, des gens qui dénonçaient, des gens qui expliquaient, des gens qui enquêtaient. Et nous, on arrivait là-dedans et en fait, on se moquait un peu, ce qui fait qu'on n'a pas été perçu vraiment comme... Mais alors, ça nous a forcé à se moquer, mais en même temps dire des choses. C'est-à-dire choisir le lieu social, choisir la critique sociale, mais essayer de la traiter de la manière la plus absurde, un peu la plus rigolote et la plus absurde du monde. C'est pour ça, après j'arrête. Hein, moi je peux tenir une heure, hein, j'ai déjà fait... non. C'est désagréable toujours là. C'est pour ça que j'ai commencé un roman un jour en installant un personnage principal qui était une vache télépathe. Et je me disais, là, ils vont pas, ça va pas marcher, parce que bon, personne ne peut se vraiment coller comme personnage à une vache télépathe. Mon œil, c'est ce qui a le mieux marché. Donc, à partir de là, je me suis dit, tout est permis. Et je ne raconte pas, je ne dis pas quoi, parce qu'il y a eu des choses assez jusqu'au boutistes, disons. Mais il vaut mieux surprendre quand même
à mon avis, le lecteur pour l'entraîner après dans une réflexion qui n'est pas liée vraiment à la construction des personnages, mais qui est liée à une espèce d'intérêt, de plaisir, parce que bon, il faut l'avouer, quand on lit les romans des jeunes qui sont à côté de moi, on se fait chier quand même, parce que les personnages ressemblent à ceux de la vie, quoi. Donc il faut essayer de... Non, c'est pour ça qu'il faut essayer de créer ce petit décalage. On y arrive, on n'y parvient pas de façon difficile. Oui, alors je vais lui arracher le micro juste pour dire donc, que Jean Bernard est auteur de romans, évidemment. Il est également scénariste, il est quoi? Il est graphiste, il est artiste peintre, enfin, je veux dire, il s'exprime de différentes façons, sérieux ou pas sérieux, mais il le fait donc de différentes façons. On va... Pardon? Alors, alcoolique mais anonyme, alors à ce moment-là. Voilà. Donc, on va revenir à Jean Bernard, on va parler avec Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, oui. Ça, c'est une phrase qui m'interpelle, qui me fait rire. On va revenir avec Jean Bernard, mais on va parler de Nicolas Mathieu. On reviendra sur le sujet au fur et à mesure. Mais nous allons parler avec Nicolas Mathieu, qui est un Vosgien, donc à Toulouse. Bienvenue à Toulouse. Donc Nicolas qui vient des Vosges, et il dit, dans tous les cas c'est ce que tu as dit dans la revue 813, l'ex-entrevue 813, que tu n'aimes pas pour autant les randos, dans les sapins et le ski à Gérardmer. Donc voilà, on a beau être Vosgien, voilà. C'était juste, ça c'est juste pour donner un petit peu le ton. Tu as fait des études d'histoire, tu as été stagiaire dans des boîtes de prod, tu as travaillé dans des agences de presse en ligne, tu as fait quelques boulots par-ci par-là, des boulots alimentaires. Et puis là, vient de sortir, tu t'es mis à l'écriture, alors avec un premier roman que tu as rangé dans les tiroirs et que tu as qualifié de purge narcissique. Purge narcissique, voilà. Donc qui est dans les tiroirs qu'on ne verra jamais, dans tous les cas c'est ce que tu as dit. Et puis là voyons ce roman avec Aux animaux la guerre paru chez Actes Sud. Alors c'est un roman qui parle également de ton expérience puisque tu as été greffier dans les comités d'entreprise et donc tu as pu voir, tu as constaté un petit peu les liquidations d'entreprise, les batailles syndicales, les vies individuelles écharpées, la violence sociale, etc. Donc tu as écrit sur ce sujet, sur le monde du travail. Alors c'est justement intéressant parce que des livres sur le monde du travail, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est la première question, le monde du travail abordé dans le polar. Bonjour. Oui, enfin, le monde du travail, moi j'avais plutôt... j'étais parti justement sur est-ce qu'il faut être sérieux quand on parle du social dans le polar. Et comme moi j'ai écrit un des romans sinistres et réalistes dont parlait JB juste avant, je m'étais dit oui, je vais tenir le truc, je vais dire oui bien sûr, et il faut en parler sérieusement du social dans les polars. On est à Groenland, ça va être un peu difficile, il y a JB à côté, ça sera pas tenable, donc en fait, non, on n'est pas obligé d'être sérieux quand on parle du social, et enfin voilà, il y a des expressions comme comédie sociale, satire sociale, évidemment pour se moquer de la société, le rire est bienvenu, et il faut être au vitriol, parce que la société, elle mérite d'être vitriolée, et c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux. Après, il y a des bouquins comme fait Jean Bernard ou Fantasia chez les Clous ou des choses comme ça, où on se moque et on décale la société avec l'humour, ce que font les gens de Groenland. Mais ça, c'est des moyens. C'est des photos de la vidéo. Et sous-jacent à tout ça, il y a quelque chose peut-être un peu plus sérieux en fait, sous les moyens. Moi, je me souviens. Quand j'étais jeune lecteur, à 14-15 ans, il y a des effets chocs, on lit les bouquins, puis on se dit « Putain, mais oui, c'est exactement ça ». Le type décrit un truc, une réalité sociale, où il parle d'un machin, puis on se dit « Mais oui, c'est exactement ça, c'est ça que je vis, ou c'est ça que j'ai vu ». Et même quand il le décrit avec humour, ça c'est un sentiment assez sérieux finalement de connivence, et ça crée une espèce d'armée des alliés contre la société, justement. Et les moyens sont peut-être humoristiques,
sont peut-être pour rire, mais à la fin, c'est une entreprise sérieuse qui consiste quand même à tout foutre par terre. Et ça, c'est pas si drôle que ça. Alors justement, cette entreprise, ce livre en tous les cas, ça s'appelle Aux animaux la guerre. Je voulais qu'on parle de ce titre, Aux animaux la guerre, parce qu'il y a pas mal de personnages dans ce roman. Les chapitres sont tous édictés donc avec les prénoms. Hein. Chacun a une place, on peut dire, équilibrée. Il n'y a pas vraiment de héros. Il y a plusieurs héros dans ce livre. Il y a d'abord Martel, qui a une maman qui est atteinte d'Alzheimer et dont il s'occupe bien, à sa façon. Enfin quand même, hein. Il est syndicaliste et on va vite apprendre que cet homme est corrompu. En tous les cas, il a fait en sorte de se mettre dans une situation compliquée. Et puis il y a son pote Bruce, qui est un personnage qui dépend à la fois des stéroïdes et à la fois de Martel. Hein. Il est très dépendant de son copain. Alors je dirais que c'est un peu l'archétype du ratage complet, hein, ce type-là. Voilà. Et puis il y a Rita, qui est l'inspectrice du travail. Donc l'inspectrice du travail dans un roman, je trouve ça assez original. C'est un personnage qui est très attachant, qui vit de ses contradictions et avec ses contradictions. Elle lâche rien, c'est une belle personne, Rita. C'est la petite lumière du livre. Et puis il y a les deux ados. Bon, les deux ados, c'est les deux ados. Hein, voilà, donc ils sont comme tous les ados. Donc voilà, sur le découpage du livre, je trouve que c'est intéressant que tu nous parles de ce découpage et que tu reviennes un petit peu sur ces personnages, et puis également sur ce titre. Pardon, je te parle dessus. Sur ce titre, Aux animaux la guerre. Je pense que c'est un petit éclairage là-dessus. Et puis après, j'ai un petit extrait très court. Le découpage, il est venu naturellement pour deux raisons. Il y en a une qui est avouable et qui serait un peu dans l'esthétique, c'est-à-dire que dans la règle du jeu de Renoir, il y a un des personnages joué par Renoir lui-même et qui dit « Ce qui est terrible dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons ». Et ce qui m'intéressait en passant d'un personnage à l'autre, c'est de montrer les raisons de chacun successivement en fait, qui sont antagonistes, mais en même temps, chacun a raison de faire exactement ce qu'il fait. Et il n'y a pas des pourris d'un côté, des bons de l'autre, la ligne de partage des os entre les bons et les méchants, elle passe à travers nous en fait, et selon les circonstances, on va agir d'une manière ou d'une autre. Et puis pourquoi on passe d'un personnage à un autre, il y a peut-être aussi des conditions de la production. C'est-à-dire que moi j'écrivais une semaine sur 4 pendant 4 ans, et à chaque fois j'avais envie de commencer quelque chose de nouveau, et du coup je commence un nouveau chapitre avec un nouveau personnage. Et moi je crois vachement à ça en fait. Comment on vit et comment ça influe sur notre manière de produire des choses. Par exemple, c'est Carver qui racontait ça, pourquoi il faisait des nouvelles, parce qu'il y avait deux mots, mais qu'il faisait du bruit dans la pièce à côté, qu'il avait une capacité de concentration qui était limitée, donc il faisait des textes courts. Et la vie, on ne peut pas s'en extraire complètement, et elle influe aussi sur la manière dont on écrit. Vous vouliez que je vous dise un mot du titre peut-être? Oui, sur Aux animaux la guerre. Alors on parle de Jean de La Fontaine. Ouais, en fait, Aux animaux la guerre, c'est une phrase qui est extraite des animaux malades de la peste de La Fontaine. Et une femme lui dit tous n'en mouraient pas, mais tous étaient touchés. Et quand j'ai assisté à tous ces plans sociaux et à la crise de 2008, quand j'étais dedans, c'est vraiment l'impression qu'on avait. Tous ne resteraient pas, tous n'en creveraient pas, mais personne n'était indemne en fait. Et puis il y a une autre chose dans cette fac, c'est haro sur le côté. C'est-à-dire qu'au bout, on a envie de trouver des boucs émissaires. Et quelqu'un qui serait responsable à notre place, l'étranger, le patron, on trouve toujours quelqu'un quoi. Et puis il y a aussi cette phrase, selon que l'on soit puissant ou misérable. C'est vrai que selon qu'on ait provoqué cette crise avec du gel dans les cheveux à Wall Street, qu'on l'ait subi avec un Beaumont, avec son lieu de travail, c'est pas passé les mêmes choses. Alors je vous propose un extrait de ce livre. C'est un passage avec Martel, donc le responsable syndicaliste qui est le secrétaire du CE, le secrétaire du comité d'entreprise, et qui parle de l'auteur, en tous les cas Nicolas Mathieu, parle de Martel et de sa maman. La pauvre vieille s'était mise à pas mal déconner. Pour bien faire, Martel était donc revenu s'installer dans la maison, histoire de s'occuper d'elle.
20 fois par jour, elle lui demandait s'il avait donné à manger au chat. 20 fois par jour, il cherchait avec elle son sac à main, ses dents, la télécommande de la télé, son médicament, celui pour l'estomac, et d'ailleurs, est-ce qu'elle l'avait pris? On ne savait plus. Ainsi, le mauvais fils avait pris un travail à l'usine. Il s'était occupé de sa mère, l'aidant pour sa toilette, l'amenant à l'accueil de jour, se taisant quand elle était mauvaise. Et puis un jour, elle l'avait traité d'enculé, ça l'avait fait rire. Ensuite, elle avait souvent remis ça, des insultes, des indignités, qui n'étaient pas vraiment son genre, c'était devenu beaucoup moins marrant. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait un documentaire animalier à la télé, il s'était produit quelque chose de terrible. Comme d'habitude, sa mère lui posait des questions sur qui faisait quoi et pourquoi, et Martel lui répondait avec patience, des phrases toutes faites et bénignes, comme pour un enfant. Mais progressivement, une désagréable odeur de merde s'était répandue dans le petit salon. Martel n'en était pas revenu. Il avait filé dans la cuisine pour se planquer, ouvrant les placards, le robinet. Il allait se passer quelque chose. On n'en arriverait pas là, maman. Mais à la fin, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. Il devait déshabiller sa mère et nettoyer la merde collée à son corps âgé. Cette fois, c'était parti pour de bon. À partir de là, l'évanouissement progressif de sa mère avait pris des formes diverses, rigolotes ou effroyables, toujours surprenantes. Une fois, par exemple, au petit déjeuner, elle lui avait confié qu'elle détestait sucer leurs trucs aux bons hommes, mais que dans la vie, on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Martel avait appris comme ça toutes sortes de choses qu'il n'aurait jamais pensé. Sa mère avait un corps. Elle s'en était servie diversement. C'était une découverte tout à fait déplaisante. Alors il avait appelé l'une des meilleures maisons de la région, l'avait mise à l'hospice, même si ça n'avait rien à voir avec un hospice, bien sûr, que le personnel soignant était gentil et les sanitaires lavaient 2 fois par jour. Depuis, Martel reçoit une facture semestrielle de 12 576,15 €. Il n'est pas un si mauvais fils finalement. Il a choisi ce qu'il y a de mieux pour sa mère. Martel gagne 1612,13 € par mois. Il est ouvrier chez Velocia. Donc je trouve cet extrait d'une violence terrible. Je voudrais que tu nous en parles. Cet épisode, parce que c'est vraiment... C'est terrible parce qu'il y a ça, il y a la violence sociale, il y a... C'est difficile de parler de tout ça. Ouais, Tu es surpris de ton propre texte? Un peu, ouais. Ouais. Je veux une question plus précise. Une question plus précise. Voilà. Alors la question plus précise, je dirais, comment on fait pour parler de violence sociale? Quel recul on peut avoir? Moi, le parti pris, c'était de n'être ni un flic ni un procureur. Et je voulais donner tort à personne, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était... Enfin, dans l'extrait que vous venez de lire, que tu viens de lire, enfin, moi, j'accable personne, j'essaie juste de montrer comment ça marche dans la vie et de restituer l'état du monde à un instant T. Enfin, voilà, il se passe des trucs, il faut les raconter. Après, c'est au lecteur d'être juge ou témoin ou ce qu'il veut. Ce qui était important pour moi, c'était de ne pas m'immiscer et d'être honnête par rapport à ce que j'avais vu et juste de le restituer et faire confiance à l'intelligence du lecteur. En fait, c'est vraiment une... Moi, j'ai essayé de faire un bouquin le plus politique possible sans être vraiment engagé. Mais c'est extrêmement romanesque. Ah oui, alors oui, parce que voilà, moi, s'il y avait bien une crainte que j'avais, longtemps, j'ai écrit des trucs chiants. Et je voulais vraiment que... Non, on n'est pas du tout dans le manichéisme, il n'y a pas les ouvriers sont gentils d'un côté. Oui, et puis on a envie de tourner les pages, c'est ça l'idée, quoi. C'est que... c'est de la littérature. Moi, je voulais écrire une histoire sur le peuple avec un genre populaire qui était polar et avec des outils du thriller, quoi, qu'on a envie de tourner les pages et que ce soit passionnant. Et tu fais également une espèce de voyage dans le temps, puisque le livre démarre avec un épisode de la guerre d'Algérie. Et donc, en rentrant dans l'histoire, il y a une espèce de répercussion d'événements, de personnages sur la descendance. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Là, on touche des sujets brûlants, c'est-à-dire que le sujet du livre, c'est qu'est-ce que c'est que la dégringolade du classe populaire?
Et par quoi elle se traduit? Voilà, il suffit d'avoir de se souvenir un peu des scores des dernières élections pour voir comment se traduit la déliquescence des classes populaires. Autrefois, il y avait les consciences de classe, il y avait le PC, il y avait l'éducation populaire. Aujourd'hui, on est les plus, enfin le premier parti, l'Ouvrier de France, c'est le faire. Et tout ça, ça s'enracine dans un truc qu'on n'a pas fini d'élucider, sur lequel on n'ose pas réfléchir peut-être, et qui s'enracine, on est dans la guerre d'Algérie. Et c'est pour ça que le bouquin commence là-bas, parce que je crois que beaucoup des emmerdements qu'on a aujourd'hui commencent là-bas. Jean-Bernard, ton avis là-dessus, puisque j'ai dit qu'on allait revenir sur tout ce qui est phénomènes sociaux dans le mouvement noir. Ce que vient de dire Nicolas, il n'a pas écouté. Il est ivre. Il a raison, mais non, mais le traitement dans le roman noir de ce genre de sujet. oui, non, il a raison. Je suis un peu plus perplexe sur l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, parce que maintenant, ça fait quand même un bout de temps, même si ça reste, ça s'accumule dans les familles. Mais non, je crois que c'est le manque de pognon. C'est le fait d'être assassiné par l'État. C'est tout ça qui crée une cassure, un manque. Mais ce n'est pas des manques liés à des prises de position politiques. C'est des manques liés à des prises de position philosophiques. Par exemple, je pense qu'il est temps de réfléchir et de parler sur la notion de travail. C'est-à-dire que le travail, pour l'instant, est une valeur. Si tu n'as pas de travail, tu deviens ou un gangster, ou un assisté, ou un pauvre. Eh bien non, si tu n'as pas de travail, tu peux devenir quelqu'un qui s'éduque. Non, je plaisante, hein. Mais c'est vrai que ces notions de travail qui sont quand même des notions liées à l'esclavage forcé, il faudrait quand même retravailler dessus. Surtout les jeunes qui pensent sincèrement qu'ils n'ont rien demandé et qu'ils n'ont pas demandé à vivre et qu'ils n'ont surtout pas demandé à vivre pour mourir s'ils ne travaillent pas. Ça, c'est quand même un scandale. C'est-à-dire que si on est mis au monde, on est mis en même temps au monde avec l'assurance de s'en sortir et de ne pas mourir. C'est-à-dire, effectivement, de ne pas travailler. Donc il faut retravailler, à mon avis, retravailler le travail, c'est idiot, mais il faut repenser toutes ces notions-là. Et même aujourd'hui, hein, même dans nos partis mous, le Parti Socialiste, hein, il y a toujours une section qui est représentée encore aujourd'hui par Narutourou, qui récoltait dans sa notion extrêmement... lui, il veut descendre immédiatement à 20 heures par semaine. Donc au moins, il dit tout de suite, on va commencer par là, et après on baissera. Oui, non mais, tais-toi là. Et puis, non, je crois que il y a énormément de textes et de romans qui démarrent et qui s'appuient sur des gens qui sont dans le désespoir pour cause de chômage, de manque de travail, de perte de travail. Je trouve ça pas réel, mais en même temps, c'est là-dessus, c'est contre ça qu'il faut le plus efficacement lutter. C'est-à-dire que tous les gens qui perdent leur travail n'en retrouveront pas. En revanche, ils peuvent en retrouver un autre. Ou se disposer différemment par rapport au corps social. Voilà. Mais c'est compliqué. Et puis je veux pas... Je pense qu'on va continuer à parler littérature avec Éric Maravillas, qui vient de publier le très remarqué La Fossoyeuse. Que de compliments, voilà, que de critiques unanimes. C'était vraiment un livre, Eric, qu'on n'oublie pas, hein, avec Maravillas. Voilà, le livre La Fossoyeuse qui est paru à la Série Noire. Alors, comment aborder un sujet aussi difficile que les questions de drogue, des questions de misère, de désespérance, de mort,
sur un ton humoristique, puisque voilà, c'était quand même le thème du débat. Bon, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'est ce que je me suis dit. En même temps, peut-être je me trompe, hein, tu nous le diras. Alors nous sommes dans la banlieue des années 80, et puis ce roman est à la fois autobiographique, tu me corriges si je me trompe, et à la fois romanesque, c'est-à-dire qu'il y a les deux, avec donc ces questions terribles de société. En tous les cas, ce qui est sûr, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est complètement dans le monde en noir. Voilà. Donc c'est l'histoire de Franck, la plongée d'un jeune homme dans la drogue, 2 décennies d'une descente poignante aux enfers, on va dire, avec le quotidien d'un type qui n'a absolument pas voulu ce qui lui est arrivé, avec les vols, les braquages, l'organisation de sa journée autour de la drogue, de comment faire pour la trouver, etc. Donc voilà, ça rentrait vraiment dans le détail. Je souhaiterais, Eric, que tu nous parles de la genèse un petit peu de ce roman, qui fait tant parler, et qui a tant de succès. Bonjour. La genèse, c'est la sortie de la CAM déjà en premier, le fait de sortir de ce milieu et de la dépendance, et puis ma passion pour la lecture, et pour 2 auteurs particuliers qui sont Edward Bunker, qui est donc un toxicomane et un polar qui s'en est sorti grâce à l'écriture, et James Liebert. Lui, c'est pour sa poésie dans la description des environnements. Donc, à la sortie de cette aventure de 20 ans, je me suis dit simplement que c'était bien de témoigner déjà, et d'en faire aussi un roman noir dans un style que j'aimerais lire moi-même. Voilà. C'est ce que j'ai tenté de faire, j'ai mis 14 ans, parce que je venais que de temps en temps. Voilà. Donc tu considères ça comme un témoignage, comme un roman autobiographique? Comment on peut le situer, ce roman? On ne peut pas situer ce roman, en fin de compte. C'est une autobiographie, c'est vrai, c'est un roman noir aussi complètement. C'est un témoignage, c'est un livre aussi de prévention, donc j'espère faire beaucoup de collèges. C'est un livre pour les parents aussi, afin de comprendre ce qu'est vraiment la dépendance et ne pas voir seulement ce que montre le produit à travers l'individu. Essayer de percevoir l'individu derrière. Comme Nicolas, moi je n'émets aucun jugement. C'est un constat. Je ne pointe du doigt personne, rien de spécial. C'est juste l'enchaînement des événements, le destin qui emmène ces personnages vers la tombe. Enfin, des personnages qui ont existé. Voilà. Tout n'est pas réel dans ce roman. 80% est réel, il y a 20% de romans, bien sûr. Alors, dans une interview, tu as dit « J'ai voulu, avec la Fossoyeuse, donc porter un témoignage sur ce que fut ma vie. Ne vous y trompez pas, c'est un roman, Franck n'est pas moi, et je ne suis pas lui. Mais ce qu'il a vécu, je l'ai vécu moi aussi, en grande partie. C'est un roman qui s'adresse à tous, de tous âges et de toutes conditions. C'est ce qui se passe au pied de vos immeubles. C'est ce qui s'est passé en tout cas, dans toute sa cruauté. Est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce que la banlieue des années 80 a changé? Énormément. Énormément. Ouais. Bien sûr. Dans le sens où le portable est arrivé, déjà. Donc les plans dans les cités, des queues de la cave jusque sur l'avenue de 30 personnes, ça n'existe plus. On passe un coup de fil, on se donne en rencard, enfin pas moi, hein, mais on se donne en rencard, et voilà, ça se passe comme ça. Dans Paris c'est différent, il y a encore des quartiers où ça dit dans la rue. Pour la banlieue ça a vraiment changé, ça a changé. Alors, ensuite, les rapports sont beaucoup plus violents maintenant. Voilà, l'argent domine, à notre époque malgré tout, il y avait encore, je ne sais pas comment on peut dire ça, une certaine humanité malgré tout. Vous voyez? Aujourd'hui, ça n'existe plus, il faut dire ce qu'il y a. Tout le monde est armé. C'est très très différent. Voilà. Et la détresse est la même. Il y a la substitution, on n'a pas connu ça. Il y a les seringues en manque libre, tout le monde n'a pas connu ça. Il y a tout aujourd'hui, enfin tout le monde est prévenu, il y a des reportages. Vous comprenez ce que je veux dire, ça n'empêche pas les gens de tomber quand même dans la cam, parce qu'on tombe dans la cam comme on tombe amoureux, c'est pas un choix, ça ne change rien. Simplement les conditions pour faire ça sont meilleures. On peut tenir plus longtemps. Il y a d'autres psychomènes qui disent qu'ils pourraient faire ça toute leur vie dans les bonnes conditions. Moi j'en doute. En tout cas c'est le discours qu'ont beaucoup de jeunes maintenant. En plus il y a toutes les drogues synthétiques aujourd'hui, la méthamphétamine, le crack. Tout ça n'existait pas à mon époque. C'est totalement différent, mais la détresse profonde c'est la même.
La recherche des individus à travers ce produit, c'est la même. Alors, donc, comment on peut parler de cette détresse? C'est un manque d'amour, tout simplement. C'est la même chose pour tout le monde sur cette terre. Je crois que tout ce qu'on fait, c'est ça, au final, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on cherche mal. Je pense que parmi les toxicomanes, il y a beaucoup de gens extrêmement sensibles. Ce qui fait que je crois que ce monde, quelque part, les heurte. Vous voyez, c'est quand même un monde qui est dur. Et que, voilà, pour oublier, ils se font mal à eux-mêmes, ils se détruisent eux-mêmes, ils détruisent les gens qui sont autour d'eux, mais foncièrement, à la base, c'est pas une démarche qui est méchante, qui est agressive, qui est haineuse, c'est pas une démarche volontaire. Vous voyez, je le dis aujourd'hui, on ne choisit pas ça. On tombe dessus, on a une faille à ce moment-là, le produit va la combler, ça va être tellement bon, de ne plus avoir cette détresse intérieure grâce au produit, qu'on va en devenir dépendant, mais comme on peut devenir dépendant d'une femme, parce qu'elle va combler une faille en nous, ou sexuellement, jusqu'à aller à tuer, ou à se tuer soi-même, ou à tout dévaster. C'est la même chose, voilà, moi c'est ce que je veux faire comprendre. Ce sont des humains qui sont tombés voilà, face à ce produit un jour, qui effectivement avait certainement une faille, c'est sûr, et voilà, ça a collé comme ça, d'autres ça va être le jeu, d'autres ça va être autre chose. Il y en a c'est la cocaïne, il y en a c'est l'héroïne, il y en a c'est la cocaïne, il y en a d'autres c'est un autre produit, ils sont fidèles à ce produit, voilà. Je voudrais qu'on parle également dans ce livre de la construction, parce qu'il y a des paragraphes intitulés Avant, qui expliquent l'installation, l'habitude, la dépendance, et puis bien sûr avec des enquêtes et des heures précises, genre il est 17h12, enfin voilà, et là c'est raconté au présent avec le détail de la situation, le ressenti, l'utilisation vraiment du présent de la narration très fort. Alors justement, je voudrais, Eric, tu parles de la construction, de la formation, de la forme du roman, plus exactement, cet avant, et puis ce pendant. Bon voilà, on est face à un type qui est complètement dévasté, c'est-à-dire qu'il est en phase terminale du sida, complètement accro. Et pendant ces 2 jours d'agonie, on le sait dès le départ, hein, je ne dévoile rien, pendant ces 2 jours d'agonie, effectivement les moments sont précis parce que c'est tendu. Là c'est à fleur de peau. Le gars est en train de crever. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pendant ces 2 jours qu'il va nous raconter cette descente, c'est-à-dire quand il était minot, comment c'était en 76, comment c'est devenu en 80, quand la CAM a déferlé sur la France, au moment de l'élection de François Mitterrand, ça n'a rien à voir, je le redis, mais c'est une date, voilà, c'est un symbole, ça a plus à voir avec les guerres qu'il y avait peut-être en Afghanistan, peu importe, moi, on s'en fout. En tout cas, à ce moment-là, voilà, il va nous raconter tout ça, l'arrivée du sida, etc., ce qu'il fait pour survivre, comment il s'en sort. Donc effectivement, comme c'est à fleur de peau pendant 2 jours, c'est très précis. On est à 15h25, 19h56, etc. Ensuite, le avant, ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise avant l'époque du bon temps, avant l'agonie, avant la mort, avant tout ce qui est arrivé à la fête, on va dire. Voilà. Parce que les années 80, les gens disent bah, c'était super, la musique, pas super. Là, on aurait aimé vivre les années 80. Il faut savoir que les années 80, c'était le début de notre mort, de notre agonie. C'est l'arrivée du fric en main, c'est le libéralisme, c'est Mitterrand qui nous baisse tous bien profond. Voilà, donc les années 80, c'est pas la joie. Hein, c'est vraiment dur. Quoi. Le changement dans les années 70-80, c'est une grande claque. Vraiment. Et ça, voilà. Je vais lire juste un extrait, c'est le tout début. J'ai choisi vraiment le tout début parce que je trouve que ça met véritablement dans l'ambiance, ça donne une idée générale de ce qu'est le livre. 12 septembre 1999, 9h06. Mes réveils se ressemblent tous désormais. Je suis baignée d'humeur poisseuse et dans mon corps, 1000 douleurs commencent à frémir, pas à l'avant-goût de la torture profonde, des tourments indicibles à venir. Immanquablement, mes yeux s'ouvrent sur le halo grisâtre qui m'entoure, puis la mémoire me revient, charriant dans son lit boueux tant de tableaux immondes que je pense en mourir chaque fois. Très vite mes entrailles se déchirent et entre mes lèvres sèches, morves et larmes mêlées se glissent. Je suis là, seule, baignée d'une eau au goût de sel. Je ne pleure pas, non. C'est tout mon être qui se liquéfie, broyé par les taux de cette insupportable absence de calme, anéanti par la maladie. Voilà, c'est le tout début du livre. Justement, sur cette écriture, tu dis avoir ressenti le besoin impérieux, comment dire, d'écrire, de formuler tout ça.
Est-ce que c'est un peu comme une bouée qu'on lance à la mer? Est-ce que ça t'a sauvé de quelque chose ou de rien? Parce que c'était, voilà, il fallait que tu le fasses. Alors d'aujourd'hui, vu à l'endroit où je suis, effectivement, ça me sauve peut-être de quelque chose, je ne sais pas, mais non, du tout. Non. Moi j'ai écrit ça, je sais pas, j'avais besoin de l'écrire sûrement, je n'ai pas vraiment analysé ça, moi je suis plutôt un homme d'action qu'un homme d'analyse, donc voilà. J'ai écrit ce truc parce que j'avais envie de l'écrire, et il s'est passé ce qui s'est passé, donc j'ai jamais rêvé d'être écrivain. Et quel recul tu as pu prendre? Ah, tu n'as jamais rêvé d'être écrivain? Non, vu Jean-Bernard, je me suis dit, ça a faim, quoi. Non, mais quel recul? Comment tu as travaillé sur le recul que tu as pris pour parler de tout ça? Parce qu'il faut quand même... Au départ, je l'ai écrit sans aucun recul. On est en 99, je viens d'être substitué à la méthadone. Je suis encore en train de déconner à droite à gauche, parce qu'au début, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et j'ai écrit ce truc parce que j'en ai envie, c'est tout. Je vois pas plus loin que ça. Et en même temps, j'ai envie de me lancer j'ai envie d'écrire comme un mec comme Bunker et James Tidor. Ça me plaît trop comment ils parlent de leur coin, de leur région, de ce qu'ils ont vécu. Et j'ai envie voilà. Inconsciemment, je le fais comme ça. Voilà. Alors le titre La Fossoyeuse, c'est un titre, je trouve aussi très grolandais, La Fossoyeuse. C'est un peu un titre du poulpe, ça, La Fossoyeuse. C'est toi qui, ce titre, c'est toi, c'est la série noire, c'est ça. Je peux pas expliquer. Avant, il s'appelait Comme une ombre, ce titre. Un matin, je me suis levé et j'avais ce titre dans la tête. Je l'ai pas cherché, vraiment, je te donne ma parole que non. J'y ai pas réfléchi. J'avais ce titre dans la tête et j'ai eu l'illumination, j'ai dit c'est ça. J'ai lu ce titre et effectivement c'est ça. Voilà. Et je ne peux pas en dire plus. J'ai eu absolument aucune réflexion sur ce titre. Voilà. Je me suis réveillé, ce titre s'est imposé à moi. Et il a été accepté facilement par Aurélien Masson. Aurélien Masson a horreur des jeux de mots. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il change. Ouais, on est d'accord. Et voilà. Mais celui-là, il l'a aimé. Alors évidemment, on peut le voir comme un grossier jeu de mots. Par contre, quand on a lu le livre, on comprend qu'il n'y a pas un titre qui peut être mieux adapté que celui-là. Donc c'est grâce au ciel. Voilà. On a parlé de tes influences littéraires, Bunker, James Lieber. On n'a pas parlé des influences littéraires de Nicolas. Il y en a beaucoup. La comtesse de Ségur. Oui, la comtesse de Ségur. Avant toute chose, dans ton bouquin. Les mémoires d'un âme. En polar, Manchette et Pete Dexter, je crois que c'est vraiment les deux phares pour moi. Et Manchette m'a amené à lire un autre type tant mieux parce que je trouve qu'on ne lit pas assez en France. Et il faut lire Cotton Point et Paperboy, absolument. Il faut tous les lire, voilà. Et puis l'autre, celui qui a le raconte histoire, qui a été tourné ensuite en... Deadwood. Ouais, voilà, Deadwood. Ah, j'adore. Et par Manchette, je suis arrivé à un auteur un peu oublié aujourd'hui et qui a pourtant une intelligence des situations, du décryptage social et des phrases percutantes, mais c'est une lame, vraiment, quoi. C'est Roger Vaillant. Et il faut relire Roger Vaillant. Évidemment. Mais vraiment, tout de suite. Allez-y. Élémentaire. Il y a bien longtemps que j'ai pas lu Roger Vaillant. Elle me donne raison. Ben justement. Il y a un bouquin qui s'appelle 375 000 francs et qui raconte l'histoire d'un ouvrier qui a besoin de gagner 375 000 balles pour ouvrir son rad parce qu'il a échoué à devenir un coureur cycliste. Mais c'est merveilleux et chaque phrase, c'est des chiffres. Voilà. Franchement, c'est fulgurant. Ouais. Bon, on va relire Roger Vaillant. Un drôle de type qui était à la fois un dandy, un communiste convaincu, un esthète, un héroïnomane et ascète en même temps. Tu devrais prendre un micro et puis nous dire tout ça, Patrick. Voilà. Oui, Roger Vaillant est un auteur absolument merveilleux et complètement oublié. Roger Vaillant est un auteur merveilleux et complètement oublié. Un autre dont je voulais vous donner le nom, mais que je viens d'oublier parce que
je suis là parce que je suis très vieux et que j'ai beaucoup d'expérience, malheureusement j'ai plus de mémoire. Celui qui a écrit le roman... J'ai oublié. J'ai oublié. Donc on a fait ce film de Clouseau extraordinaire sur le transport de nitroglycérine. Arnaud. J.G. Arnaud. Il faut, Georges Arnaud, il faut absolument tout lire. Il y a toute une... Alors ça tombe bien parce que je voudrais vous dire quelque chose dont je me rends compte de plus en plus. C'est que le polar dont on fait partie et qui nous a révélé, qui nous a aidé à être là aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un privilège, mais c'est toujours agréable, c'est quelque chose qui existait, mais alors bien longtemps avant nous, et bien avant qu'on ait eu l'idée de le mettre en tranches, de le découper en collection et de le mettre. En particulier, si j'étais encore, je suis encore éditeur, mais si j'étais encore par exemple à la Noire, je republierais volontiers tout Vaillant dans la Noire, je republierais tout J.G. Arnaud dans la Noire. Et il y en a d'autres. C'est Georges Arnaud, Georges Arnaud. C'est Georges Arnaud, voilà. Qui a écrit aussi Les oreilles sur le dos, qui a écrit, enfin bref. Et tout ça, ce sont des bouquins qui sont très très difficiles à trouver et qui offrent le triple avantage d'être extrêmement noirs, extrêmement sociaux, comme on dit ici, et surtout, ce qui n'est pas le cas tout le temps, formidablement bien écrit. C'est-à-dire que ça vient d'une époque bénie où l'écriture comptait encore beaucoup dans la littérature, ce qui malheureusement dans nos périodes où on publie trop et beaucoup de livres inutiles n'est plus le cas. Voilà. Et très content que tu parles de Vaillant parce que chaque fois je suis un petit peu... Moi je suis réduit à trouver les Vaillants chez les bouquinistes. C'est-à-dire que ça n'existe pas autrement. Alors qu'il était pris au cours avec la loi. Alors qu'il était pris au cours avec la loi, c'est absolument. Ça a une sensualité folle. De quoi? Non, mais il raconte des conneries, là. Bon, alors, on va parler de Patrick Renal. Tu gardes le micro, parce que c'est toi, Patrick Renal, ça tombe bien. oui, ça tombe bien. Ah, voilà. Donc, écrivain, ancien directeur de la mythique série Noire, créateur de La Noire, chez Gallimard, éditeur chez Fayard, scénariste, traducteur, novelliste, j'en passe, et des meilleurs, et grand connaisseur, évidemment, de la littérature américaine. Alors, quelques dizaines d'ouvrages quand même. Moi, je pense notamment à mon chouchou. Tu sais ce que c'est mon livre préféré de là, c'est Fenêtre sur le phare. Ah, oui. Et non, il y en a un autre, et c'est Né depuis sa vie. Ça, j'avoue que... Alors, c'est souvent des romans où on est dans la grande tradition un peu des détectives américains. Hein, voilà, donc c'est un peu la patte, même beaucoup la patte de Patrick, créateur avec le sieur puis du poulpe, et avec le titre Arrêter le carrelage et pour puis la petite cuillère à café. Hein, voilà. Et là, on est avec un livre de Patrick qui s'appelle Au service secret de sa sainteté. Sa sainteté, bien sûr, c'est le pape. Nous faisons donc connaissance du père Jonathan Swift, qui est un ancien activiste gauchiste, comme... Plus que ça, c'est un ancien terroriste. Oui, un ancien terroriste, oui, voilà, un ancien terroriste, on peut le dire même comme ça, qui est finalement entré dans les ordres et qui est devenu le père. Voilà, tout à fait. Donc, il est détenteur maintenant d'une mission par sa hiérarchie ecclésiastique, et avant il obéissait aux ordres d'un groupe terroriste, maintenant il obéit aux ordres d'un autre groupe terroriste, enfin il obéit aux ordres de la hiérarchie catholique. Voilà. Donc sa mission, s'il l'accepte, et il a bien le choix, c'est de partir enquêter dans la principauté de San Bernardo, sur la princesse Lisa qui est morte d'un accident de voiture. Suivez mon regard. Et donc son mari, le prince René, tient absolument à faire de Lisa une sainte, avec évidemment l'approbation du Vatican. Alors, oui. Il veut faire de sa femme une sainte parce que sa principauté est totalement bouffée par les scandales et la corruption. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, pardon. Non, mais allons, vas-y. Voilà. Non, j'allais dire, c'est l'histoire de fric, c'est du donnant-donnant. Voilà. Hein, voilà. Tu me donnes le fric et moi je te fais une sainte de ta femme. Voilà, c'est un peu l'histoire. Donc on est, en fait, je trouve qu'on est bien dans le sujet d'un débat grolandais quand même. Hein. Tu sais, faut que je raccroche Groland quand même. Hein. Voilà, donc là je raccroche Groland.
Mais enfin, quand même, tu abordes des questions sérieuses, Patrick, puisque on parle de l'argent sale dont on ne connaît pas l'origine, hein, dans ce bouquin, qui est recyclé dans les coffres des banques, voilà, et là dans la banque de la principauté de San Bernardo. Voilà. Donc, on la situe, hein, San Bernardo, ouais. Ça n'existe pas. C'est une principauté imaginaire, c'est entre Nice et l'Italie. Il y a un seul rocher. Sur un rocher, mais voilà, j'ai imaginé ça. Voilà. Mais bon, ça n'existe pas, quoi. Tu abordes également les questions de corruption, de terrorisme, de guérilla, d'exécution au gros calibre au nom d'une cause perdue, etc., etc. Donc on est quand même dans le roman noir avec des sujets extrêmement sérieux. Oui, mais dans la fiction. Bien sûr, dans la fiction, on est dans le roman. Hein, voilà. Donc on va dire quand même que c'est un bouquin particulièrement réjouissant, on rit beaucoup. Hein. Voilà. Donc, bon. Quelle drôle d'idée d'aller chercher une idée pareille. Allez. Alors d'abord, j'en avais pas d'idée, j'en avais plus. D'abord, c'est mon dernier roman, ce qu'il faut que je n'en ai pas vu d'autres depuis. Au cours de ma carrière, entre guillemets, je suis passé d'écrivain à journaliste littéraire, à auteur et tout, et à éditeur. Et j'ai fini par me rendre compte que le métier qui me passionnait le plus, vraiment celui pour lequel j'étais fait, qui me faisait vraiment goder, c'est l'éditeur. C'est-à-dire qu'à force de lire les manuscrits des autres et essayer de trouver des bouquins aux États-Unis, les publier et tout, ça m'amusait 10 fois plus que d'écrire les miens. Donc j'étais dans un état de grande lassitude vis-à-vis de ma propre écriture, qui me plaisait plus qu'au tout, parce qu'évidemment, à force de la comparer à celle des autres, à moins d'avoir le melon comme une citrouille à Halloween, ça devient difficile quand on lit, je sais pas, le dernier que j'ai publié, qui s'appelle Purple Jesus de Ron Cooper, qui est un pur chef-d'œuvre, à peu près entre Flannery O'Connor et le chanteur de gospel Larry Cruz, sortir un bouquin à soi derrière. Et là, j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Il se trouve que j'habitais quand j'ai connu mon épouse, elle habitait à Monaco chez ses parents, donc ses parents habitaient à Monaco. Donc j'avais un peu des rapports avec Monaco. Et quand la princesse Grace de Monaco, la vraie, est morte, le dimanche suivant, ce connard, ce crétin d'archevêque de Monaco est monté en scène, en chair, pardon, et a dit au prince Jean de Monaco, et je vais demander la béatification de la princesse. Et évidemment, quand il a descendu, tout le monde lui a dit, attends, t'es pas un peu cinglé, non, t'as pas fait mal. Mais non, arrête, effectivement, vu son passé, vu l'état de la principauté et tout, on s'est empressé d'enterrer cette idée baroque. Et moi je dis, bah tiens, je vais continuer là-dessus. Je veux dire, voilà, à ce moment-là, le prince dit c'est une bonne idée, ce qu'il me faut c'est une sainte, et donc il va proposer au Vatican le deal dont a parlé là, c'est-à-dire vous me donnez une sainte, et moi je m'arrange pour que les manipulations de la Banque du Saint-Esprit représentées sur le Espírito Santo présenté sur le truc passe à l'as. Et donc, à ce moment-là, on envoie, il y a le Vatican lui-même est divisé en deux, il y a la partie financière avec un évêque qui a des dents de requin, et la vieille partie encore un peu honnête avec le ministère des Affaires étrangères du Vatican, un type qui a un peu flirté assez vieux, qui a un peu flirté avec la résistance communiste quand il était jeune, et qui dit c'est pas possible. Et par conséquent, il va chercher cet ancien terroriste devenu curé et il l'introduit comme avocat du diable dans la principauté en disant il faut absolument que tu me trouves toutes les raisons du monde pour ne pas réaliser la puissance. C'est l'histoire. Alors, je suis tellement feignant, maintenant je vous dire la vérité, c'est qu'en 1994, j'en avais déjà fait une pièce pour France Culture et que j'ai un peu beaucoup romancé cette pièce. Mais ça existait déjà sous forme d'une pièce. Ça s'appelait L'avocat du diable. Un petit extrait. Dans tous les cas. Swift, donc le père Swift, le fameux Swift. Swift n'avait pas tardé à se rendre compte que les archives de la principauté auraient pu être conçues et rédigées par la comtesse de Ségur. René y apparaissait comme un souverain débonnaire, modeste et prudent. Il était épaulé dans chacun de ses choix par des avocats et des experts comptables bardés de diplômes, et pour tout ce qui concernait la haute finance et les contrats internationaux, par deux des plus prestigieux cabinets de conseil américains. À part quelques erreurs minimes et généralement imputables à des changements brutaux de la conjoncture mondiale,
son règne avait été, au début, marqué par un enrichissement constant et régulier de l'économie de San Bernardo. Au milieu des années 1970, la courbe des profits se mit à monter si vite que Swift, passionné de cyclisme, calcula que son dénivelé avait dépassé celui du Mont Ventoux. Les rumeurs, bien sûr, grimpèrent en proportion pour finir par se transformer en véritables accusations que l'aéropage d'avocats qui émargeait au budget de la principauté avait réussi jusqu'à présent à contenir. Bref, le prince était aussi béatifiable que sa femme s'il avait eu toutefois le bon goût de mourir avant elle. Voilà. Donc ça donne un petit peu le ton. Moi, je me pose quand même une question. T'étais pas amoureux quand même de la princesse Grace de Monaco? Parce que je lis pas, j'ai pas lu les lignes. Dis donc. Mais c'est évident. C'est incroyable d'être si jamais Arlette. Si jamais elle est partie, elle s'en va toujours quand je parle à la raison. Si vous les lu jusqu'au bout, et je peux dévoiler, vous apercevrez que la mission de Jonathan Swift, alors pourquoi il s'appelle Jonathan Swift? Parce qu'il s'appelle Swift, parce qu'il est né de père écossais, irlandais, et donc comme tous les Irlandais, avec beaucoup d'humour, et son père a jugé malin de l'appeler Jonathan. Alors Jonathan Swift, déjà quand on travaille en pareil dans la vie réelle, ça vous blinde. Et donc Jonathan Swift, plus il découvre de choses sur la princesse, plus il tombe éperdument amoureux, sauf qu'elle est morte. Il tombe éperdument amoureux. Il était déjà amoureux étant gamin. Ah, il était amoureux, oui, parce qu'il avait connu. Oui, voilà, mais il est très amoureux de la princesse comme tout le monde. La princesse Lisa était magnifique. Ouais. Alors, il y a toujours dans tes romans, Patrick, la présence de détectives. C'est un personnage, même en tant que, toi, en tant que, comment dire, éditeur, c'est un personnage qui t'intéresse particulièrement. Ben, c'est toujours... Il est le révélateur de... C'est toujours très compliqué. Ben, moi, je suis un vieux chambérien. Hein. Ouais. Donc, autrement dit, je suis un vieux amoureux de Philippe Marlowe, qui m'a appris à... Ouais. À force de chercher dans le polar français, il se trouve qu'on a une malédiction en France, c'est que le détective privé n'existe pas. Le véritable, il n'a pas de fonction, il n'a pas de droit, il n'a pas le droit de mêler des enquêtes que la police mène, il peut se faire arrêter comme un malpropre. Bon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va toucher les draps des couples adultères pour voir et il fait des enquêtes avant embauche. C'est pas passionnant. Donc on s'échine tous à trouver des gens qui sont investis d'une possibilité d'enquête, journalistes, avocats. Donc moi je résous la difficulté en faisant des détectives. Alors il y a deux détectives, il y a Swift qui est le détective envoyé par le Vatican, et puis il fait appel à un Italien, ancien gauchiste lui aussi. Alors c'est gauchiste là, c'est une réminiscence de ton passé. C'est pas une réminiscence, c'est des choses... comment dirais-je, c'est des choses vraies, c'est-à-dire que le personnage de Marco, qui a commencé par être foutu en tôle et qui a fui comme les autres, les acteurs des années de plomb qui a fui, qui est au Mexique, qui est en France, a été effectivement rappelé au moment où la justice propre, entre guillemets, a été instaurée en Italie, et ils ont rappelé des procureurs. Et lui, c'était un procureur d'extrême gauche, mais c'est un procureur. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont été rappelés pour leur capacité à mener des enquêtes, pour leur connaissance du droit, parce que être procureur, c'est quelque chose de compliqué quand même. C'est pas simplement quelqu'un qui est chargé de trouver des preuves contre quelqu'un de pourri, c'est quelqu'un qui doit connaître parfaitement le droit. Et donc c'est un personnage qui a vaguement existé en Italie, enfin peut-être plus que vaguement, mon personnage non, mais il y a eu effectivement des procureurs. Quand la droite italienne a hurlé contre les juges rouges, les Berlusconi et tout, il y avait effectivement au sein de la magistrature italienne des types qui étaient rouges vifs. Ils ne gueulaient pas pour rien, les mecs, et qui ont visé véritablement les mafieux, les patrons. Donc Marco sort de là. Je voudrais revenir avec Eric et puis Nicolas. C'est votre premier livre à chacun. Eric, tu écris aussi de la poésie et on en voit beaucoup de cette poésie sur Facebook. Elle est très appréciée de tes amis, cette poésie. Tu peux nous parler de ça, de ton plaisir d'écrire de la poésie? Et puis après, de nous dire tous les deux où est-ce que vous en êtes, deuxième livre. Voilà,
On aimerait bien avoir une enquête de suite, on va dire, hein, une suite d'enquête. La poésie, bon. Moi, faut pas le dire trop fort. Ah bah, faut pas le dire trop fort, mais on l'a dit sur Facebook, donc moi je veux bien, mais bon. Mais bon, c'est privé, c'est pour les 3000 amis. Ah bah voilà. C'est pas mal. Ah, je rigole. 1200. Je suis marseillais un peu. Non, mais bon, voilà, ce plaisir de la poésie, tu en lis. En fait, ça vient du fait qu'avant j'étais musicien et donc j'écrivais beaucoup de chansons. Ah bah ça, je ne savais pas. Avant, tu étais musicien. Tu J'ai jouais, revenu pour tu jouais quel instrument? Non, j'étais guitariste. Guitariste. Et tu joues plus de musique? Ouais, j'en joue pour moi. Donc voilà, ça vient de là. Les chansons, la poésie, ouais. Et la prose, on l'a plus soyeux. Et le prochain? Et alors, le prochain? Ouais, il est bientôt fini, bon, ben, on verra. On verra. Donc là, c'est secret, on ne dit pas. Non, c'est pas secret du Non, tout. mais je veux dire, difficile de dévoiler le sujet. Non, du tout. Non, bon, alors allons-y. Comme d'habitude, et comme mon poteau Nicolas, voilà, non, c'est faire un constat. Bon, il n'y a pas d'intrigue. Moi, les intrigues, en fait, j'avoue que ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est par contre, c'est l'enchaînement des circonstances qui emmènent les gens de tel côté ou de tel autre, qui emmènent surtout à la chute, puisqu'on est dans le roman noir. Non, bah bon, Alors, le chipoter. Patrick dit ça s'appelle une intrigue. Non, c'est pas un roman intrigue, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Ah non, mais une intrigue, c'est une construction sur une histoire. Hein, voilà. Eh ben, je cite, tu m'as là, ouais, alors bah, il y en a pas trop. Eh ben, voilà. Non, mais en fait, la base du truc, c'est un sac de pognon qui va emmener tous les protagonistes à la chute. Voilà. C'est vraiment très simple. Deux mots, notamment, qui vont tomber sur ce fric et comment ça va... Voilà. Bah ça s'appelle une intrigue, oui, effectivement. Bon, alors, il y a une intrigue. Ouais, T'es emmerdé avec cette histoire d'intrigue. Mais il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Voilà. c'est pas obligatoire. Non. Bon, ça, je voulais dire aussi en ce qui concerne pour le festival grolandais. Oui. Bon, on rigole un peu. Ah, faut qu'on rigole. Ah, oui. Là, tu prendras le micro d'Éric après. C'est que l'humour dans le social, pour moi, il me semble, où j'ai vu le plus d'humour, c'est déjà chez les gens qui vivaient déjà cette misère sociale et dans les discours. Voilà. Alors là, je peux dire que vraiment, ils ont de l'humour, c'est détonnant, et voilà, et ça tape juste. Et ils ont cette capacité à se tourner eux-mêmes en dérision, en voyant dans quelle merde ils sont, quels bouffons ils ont au gouvernement, et franchement, c'est beau. Voilà, c'est des héros. C'est un peu le petit quelqu'un qui passe sur... c'est un peu ça, là, dont tu nous parles. C'est formidable. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Patrick? Alors, le petit quinquin, oui, si vous voulez voir... Petit quinquin. Si vous voulez voir, petit quinquin, si vous voulez voir une série policière hollandaise formidable et universelle, c'est Petit quinquin de Bruno Dumont. Mais je voulais dire que bien sûr que pour répondre à la question qui n'a pas été posée, bien sûr que le polar est hollandais, puisque le Groenland est un pays, imaginez, c'est un pays, il y a du polar américain, donc il y a du polar groenlandais. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est qu'avant JB ou en même temps, il y a un auteur, une femme, de polar véritablement groenlandaise, parce qu'elle est belge, et donc c'est Nadine Monfils. C'est-à-dire que toutes les intrigues de Nadine Monfils sont des groenlandaises. Ah oui, avec Mémé Cornemuse. Avec Mémé Cornemuse, ou avec ceux qui sont publiés à la section Avra, qui poursuit l'enquête. On est en plein dans Groenland avec Nadine Monfils. Et c'est bien fait. Oui, c'est tout à fait exact. Nadine devait venir et puis... Alors je vais rappeler les titres donc, de ces ouvrages. Alors d'abord pour rappeler le titre de livre de J.B. Puy. Le souci c'est qu'il devait être sorti, il ne l'est pas, mais je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Il a écrit en collaboration avec Marc Villard.